Bonjour, mon nom est Guy Jacques et je vous souhaite la bienvenue à l'émission Au cœur des Appalaches. Dans une société où la consommation est à l'avant-plan, dans laquelle tout coûte de plus en plus cher, où le coût de la vie et des logements est de plus en plus élevé et les assistés sociaux de plus en plus fragilisés, il existe en région un organisme qui se porte à la défense des individus et des familles aux prises avec des problématiques reliées à ces réalités. Nous rencontrons aujourd'hui Mme Chantal Lebeau, consultante budgétaire à l'Association des coopératives d'économie familiale Appalaches-Beauce-et-Chemin, plus communément appelée l'ACEF, avec qui nous allons nous entretenir de ces réalités et de cet organisme. Bonjour, Mme Lebeau. Bonjour. Ça va bien aujourd'hui? Ça va bien, ça va bien. Oui. D'entrée du jeu, que peut-on dire au sujet de notre société de consommation actuelle et aussi de la hausse constante du prix d'un peu tout, en fin de compte? Oui, oui. Disons que les années d'inflation nous ont marqués et ont laissé des traces dans les dernières années. Et je vous dirais 2024-2025, on a ressenti l'effet de ça. Okay. Mais il y a aussi d'autres facteurs. On met beaucoup de choses sur l'inflation, mais il y a aussi d'autres facteurs qui sont venus contribuer à maintenir les prix hauts aussi. Entre autres, je vous donne un exemple, les logements. Logements, depuis l'inflation, les logements ont monté, ont grimpé de façon exponentielle, quasiment. Et à partir de là, ils n'ont jamais redescendu. Fait que c'est pas parce que l'inflation a été maîtrisée que les prix des logements ont diminué, au contraire. Non, et ça risque pas de diminuer non plus. Là, on le voit pas la tendance actuelle. Oui, effectivement. Les logements, comme on le disait, coûtent de plus en plus cher, sont de plus en plus rares aussi, en quelque sorte, sur le marché. Quelles sont les principales difficultés qui vous sont rapportées par votre clientèle à ce niveau-là? Bien, je vous dirais la première et la constante, presque à chaque client, c'est vraiment le prix des loyers. Les revenus n'ont pas haussé au même titre ou au même rythme que les loyers. Alors, c'est souvent le prix des loyers qui met des barrières aux familles ou aux personnes seules, justement, de se trouver quelque chose. Puis, en même temps, on se rend compte aussi que les gens sont prêts à peut-être réduire un peu leur niveau de confort. Mais là, on se rend compte aussi que les clients ont des enjeux de salubrité dans les logements. Notre parc immobilier en Chaudière-Appalaches en entier, je pourrais dire, vieillit et malheureusement, les logements les moins chers sont souvent ceux qui ont moins eu de soins dans les dernières années. Et qui sont plus difficiles à chauffer, parfois l'hiver. D'ailleurs, on recommande à chacun des clients de toujours appeler Hydro-Québec avant de signer un bail parce qu'on peut avoir des surprises, malheureusement. Dû au parc vieillissant, ça peut arriver. Le coût de l'électricité peut surprendre à certains égards. Absolument. Donc, ça fait des loyers quand même assez chers. Au niveau du logement, la situation est-elle pire que ce qu'elle était selon vous? Je vous dirais que oui. Je vous dirais que oui, et on le vit depuis, je vous dirais que cette année, en 2025, la période vient de se terminer, là, du renouvellement des bails et des baux, excusez. Et effectivement, on a vu un achalandage assez important. On s'est occupé de calculer pour nos clients les augmentations en fonction des données qu'on avait, qui sont transmises par le tribunal administratif du logement ou encore les associations de consommateurs de locataires. Et finalement, bien, il y avait des augmentations assez importantes cette année. Beaucoup de locataires se sont permis, suite à l'introduction de la nouvelle loi en novembre 2024, se sont permis de refuser l'augmentation cette année. OK, je connais des personnes aussi qui ont refusé de mon côté, parce que la hausse était quand même assez considérable. Elle est historique. Je pense 5,9 quelque chose comme ça. La hausse cette année était historique et c'est la première fois qu'on voit un 5 dans ce tableau-là. Habituellement, c'est de l'ordre de... ça tourne dans les 1, 2,5 mis à part l'année dernière aussi, en 2024, où on a eu quand même une hausse de 4,4 Puis là, cette année, au lieu d'être plus basse pour aider les gens, mais finalement, c'était 5,9. Ça a un impact important sur les gens. Absolument, parce que les revenus n'ont pas toujours suivi, dépendamment dans où on est, puis dans quoi on travaille, puis dans quelle situation financière ou personnelle on est, mais les revenus n'ont malheureusement pas suivi. Parce que ça devient difficile. Si on paye plus cher pour le logement, on paye plus cher pour l'épicerie, on paye plus cher pour un peu de tout. Pour tout. Mais il faut se serrer la ceinture drastiquement. Et malheureusement, ce qu'on se constate, on sait que le poste qui en souffre le plus dans le budget, c'est l'épicerie. Oui. Ça, j'admets que la différence est considérable et constatable. Toutes les fois, je pense qu'on va à l'épicerie. On le voit. Je pense que moi-même, d'un côté, je suis de plus en plus porté à
regarder les spéciaux. Oui, absolument. Puis en même temps, ben, on diminue peut-être la qualité des fois ou la fréquence des aliments qu'on est habitué d'acheter. Ouais. Fait que ce qui fait que, ben, en bout de ligne, les ménages s'en ressentent beaucoup, beaucoup. D'ailleurs, les banques alimentaires le crient, ils leur en parlent et on le voit à travers tout le Québec. Je vous dirais qu'en région, c'est des réalités aussi qui sont différentes des grands centres. Oui. Mais ici, à Thetford, on a le jeudi, le vendredi et le mercredi des lignes d'attente, là, effectivement, pour les banques alimentaires. Et du côté de la vigne, davantage, c'est les organismes ici qui s'occupent de ça. Absolument. Il y a beaucoup de monde, oui. Je me rappelle aussi que j'avais déjà passé au CRD d'Israéli, c'est ce qu'on me confirmait aussi du côté du service alimentaire là-bas. Oui. La demande était augmentée de beaucoup. Oui, oui. Dans tout ça, les assistés sociaux sont de plus en plus menacés, au fond, par la hausse du coût de la vie. Ouais. Comment ça se passe de ce côté actuellement? Par rapport... Quels échos vous avez de votre clientèle? Bien, nous, on travaille. Un des mandats qu'on a, c'est de travailler à la défense des droits des assistés sociaux, justement. Il faut juste distinguer, par exemple, qu'est-ce qu'ils reçoivent, quel statut ont-ils à l'aide sociale, parce qu'il y a différents statuts maintenant. Mais si on regarde les deux qui sont les plus, je vous dirais, courants quasiment, c'est les gens qui sont aptes au travail et ceux qui ne sont pas aptes au travail de façon temporaire pour une petite période de temps. Alors, ces gens-là, eux, n'ont pas eu d'augmentation plus qu'il faut. Là. Ils ont eu un 2 au niveau en début d'année. Et c'est à se demander comment quelqu'un peut faire pour vivre avec 829 par mois. Combien? 829 dans les circonstances actuelles, mon Dieu, je l'ignore moi aussi. C'est vraiment... Voilà. Alors, c'est la constatation qu'on fait, nous. Ça n'a pas beaucoup changé. Il n'y a pas rien non plus en avant de nous, hein, dans le sens qu'il n'y a pas de décisions qui vont se prendre à ce niveau-là, pas dans les prochains mois, en tout cas pas dans le présent mandat du gouvernement, on ne le pense pas. Alors, ce qui fait qu'on va encore attendre un bout de temps avant qu'il y ait beaucoup d'associations et de recherche se fait dans ce sens-là, et eux prônent un revenu viable. Mais le revenu viable, il est établi comment? On tient compte de quoi? Et on regarde du côté des associations ou des chercheurs, bien, on parle d'un certain montant. Par contre, si on est du côté du gouvernement ou de l'autre côté, bien, ça va être un autre montant. Donc, dépendamment où est-ce qu'on se situe là-dedans et la définition qu'on donne à revenu viable et qu'est-ce qu'on inclut là-dedans, bien sûr qu'on considère que 829 par mois, c'est pas suffisant. C'est pas du tout suffisant, d'après moi non plus. Ouais. Quand on regarde des fois des loyers à 1100 des choses comme ça, même si on est... Regarde, c'est carrément impossible, finalement. Donc, on voit beaucoup de monde qui s'allouent des colocataires. Oui. Ils doivent se mettre ensemble ou les familles de ces gens-là sont souvent aussi beaucoup sollicitées parce qu'on retourne chez maman ou chez papa là, pour avoir un coup de main. Là. Pour avoir un toit, finalement. Effectivement. Puis là, bien, si on embarque dans l'itinérance, on va embarquer dans un autre sujet, mais effectivement... J'avais rencontré, à un moment donné, les travailleurs de rue ici et j'étais surpris d'apprendre qu'il y avait du monde qui restait dans le bois, même en hiver. Absolument. Absolument. Mon Dieu, j'en étais renversé, je vous dirais. Ah oui, il y en a beaucoup. C'est assez surprenant. C'est pas le genre de choses qu'on retrouvait peut-être dans la région auparavant. Non. Mais c'est une nouvelle réalité, au fond, à laquelle on fait face. Oui, on n'est pas épargné à Thetford. Non, pas du tout. Non. Concrètement, est-ce que, selon vous, il existe des solutions pour contrer toutes ces problématiques et des moyens de faire bouger les choses? Dans la situation qu'on se trouve actuellement, où il y a déjà beaucoup de conflits, hein, il y a beaucoup les gens sont aussi touchés par ça, ça paraît pas, même si c'est loin de nous. Mais on a besoin d'être juste un petit peu anxieux, puis déjà, on s'en fait à ce sujet-là. Hein. Fait que tout brasse en entour des gens, tout est en mouvement actuellement. Il y a beaucoup de revendications pour des salaires plus élevés, des choses comme ça, mais on n'a pas vraiment le gros bout du bâton. Si je peux dire ça comme ça, on n'a rien de ça actuellement. Tant aussi longtemps qu'on ne mettra pas des revenus, puis on ne fournira pas ou on n'aidera pas le filet social de ces gens-là parce que ça regroupe beaucoup de choses, le filet social. Oui. Et malheureusement, actuellement, il y a des gros trous un petit peu partout. Là. Alors, les gens n'ont pas les outils souvent ou les façons de faire pour pouvoir se sortir de ces situations-là. C'est plus du tournant rond qu'on voit.
Nous, on fait de notre mieux pour les rendre à l'aise dans ces situations-là, mais on voit beaucoup des cas d'endettement. D'ailleurs, on avait des statistiques récemment qui parlaient de les gens qui ont manqué leur dernier paiement de carte de crédit. C'est sorti cette semaine. Oui, j'ai vu passer ça, je crois. Donc là, on commence à sentir qu'effectivement, il y en a encore qui se nourrissent avec la carte de crédit. Là. Et c'est la solution de rechange actuellement. Mais ça c'est pas une solution au fond parce que c'est de reporter le problème. Absolument. Donc, les solutions viennent plus du niveau des revenus, niveau des logements. Hein, c'est d'actualité. Actuellement, on en parle beaucoup, mais oui, ça prend des logements et surtout des logements peut-être à prix modique. Oui, abordables. Moi, je vois plein de clients tous les jours que je les verrais là. Puis même avec 829, ils seraient pas mal plus confortables qu'avec d'autres types de logements. Là. Alors, c'est des réponses à ces problèmes-là. Par contre, c'est des réponses qu'on aimerait avoir tout de suite. Oui. Puis malheureusement... Parce que les besoins sont là, mais ils sont là, les réponses sont... Les solutions sont pas toujours là. Ils sont pas rapides, en tout cas. Ils sont pas rapides. Puis avant qu'on puisse vraiment répondre à toutes ces solutions-là, bien, on voit le temps passer. Puis entre-temps, bien, la situation ne s'améliore pas, effectivement. Dans toute cette réalité, quel rôle jouent les coopératives de l'économie familiale? Alors, nous, à tous les jours, on fait des gestes, on éduque, on informe nos clients, on accompagne nos clients. Il y a aussi beaucoup de besoins dans la population. C'est pas tout le monde qui est au même niveau, c'est pas tout le monde qui a les mêmes besoins. Donc, on s'adapte énormément à la situation du client pour en venir avec lui, trouver des solutions qui sont proches de lui ou qui sont adéquates pour la personne en fonction de ses capacités aussi. C'est pas tout le monde qui a les mêmes capacités. Donc, on les accompagne quand ils ont besoin d'aide. On s'assure effectivement qu'ils sortent de notre bureau avec au moins une solution ou des choses à faire. On essaie aussi de rendre les gens le plus autonomes possible. Donc, on travaille en collaboration avec eux là, à ce niveau-là. Ça vient du cas par cas, au fond. Par contre, oui, c'est toujours du cas par cas, mais ce qu'on remarque en 2025, puis même, je vous dirais en 2024, c'est que les gens venaient nous voir avant avec un problème. Maintenant, ils arrivent avec 2-3 problèmes et les 2-3 sont prioritaires. Donc, on doit s'asseoir avec le client et dire, OK, c'est quoi la priorité dans tout ce qui se passe? Parce que avant, il arrivait, exemple, on avait un budget à faire, une consultation budgétaire, on faisait la consultation budgétaire. Maintenant, on a une situation de logement, on a une situation de consommation avec la protection du consommateur, puis on a le logement dans la même rencontre. Alors là, à un moment donné, il faut faire des choix. Il y a plus de suivi avec les clients. Il faut aller une chose à la fois. Et on cherche souvent les priorités parce qu'on considère qu'il y a beaucoup de choses qui sont prioritaires. Est-ce qu'un problème en apporte un autre ou tout nécessairement pas relié? Si on relie la situation budgétaire d'un individu avec le logement, bien, c'est pas très, très long qu'on va trouver un lien entre les deux direct. Chose qu'on n'avait peut-être pas avant. C'est ce qui a changé, oui. Comment a débuté l'aventure de l'ACEF ici en région? L'ACEF va avoir, mon Dieu, c'est en 2027, je pense, l'ACEF va avoir 60 ans. Oh, mon Dieu, OK. C'est assez surprenant, hein? Tout le monde a la même réaction. Effectivement, l'ACEF va avoir 60 ans. Je ne peux pas vous parler des autres ACEF dans le Québec. Je peux vous dire qu'il y a 32 ACF qu'on est associés là, en même temps. On est un peu dispersés un peu partout dans le Québec. On a une association qui nous regroupe qui s'appelle Union des consommateurs. Mais l'ACEF de Thetford, ça fait vraiment 60 ans qu'on est sur place là, dans la région de Thetford, effectivement. Puis il y a une union finalement entre toutes les ACEF quand même. Y a un regroupement? Oui, le regroupement, c'est l'Union des consommateurs pour nous. Et bien sûr qu'il y a d'autres ACEF qui sont avec d'autres regroupements, mais nous, on est associés avec l'Union des consommateurs. Et eux, ben, sont très, très, très axés sur les défis qu'on a, hein, les défis qui s'en viennent. Alors, on travaille fort avec eux. Ça nous donne un petit peu, c'est un peu notre porte-parole au niveau national, parce que l'Union est consultée souvent pour des mémoires. On écrit des mémoires, on envoie des mémoires, on sollicite. Auprès du gouvernement beaucoup. Absolument. Fait que c'est un petit peu notre voix nationale, si je dirais ça ainsi. Puis régional, ben, c'est plus notre ACEF ici, là, en tant que tel. Au fil du temps, je pense que l'ACEF, si régionale, a contribué à mettre sur pied de nombreux projets. Pouvez-vous nous en parler? Oui, on l'appelle toujours notre vieux routier.
Je ne sais pas s'il va écouter, mais on a eu une personne d'exception, vraiment. On a eu Normand qui a été avec nous pendant 34 ans. OK, c'est Normand Roy. Normand Roy. Et Normand a bâti un réseau d'entraide. Pour lui, l'entraide, c'était la chose la plus importante. Il avait compris ça faisait longtemps. Et Normand a bâti ce réseau-là avec les années. Il a été longtemps, 34 ans. Et on a vu l'apparition des comptoirs familiales. On a vu l'apparition, puis pas juste dans la région de Thetford, mais bien dans la Beauce, où partout la CEF se déploie. Alors, Normand a travaillé très, très fort pour mettre sur pied des choses qu'on a aujourd'hui, qu'on profite aujourd'hui, là, les comptoirs familiales. Il a aussi aidé pour plein d'organismes là, qui se sont construits, qui sont nés à cette époque-là. C'était une autre époque d'aujourd'hui. Il faut s'entendre dans ces années-là. C'était d'autres difficultés, peut-être. Oui, les portes étaient dures à ouvrir aussi, mais c'est quand même du communautaire. Puis il y avait une très, très grande entre gens. Il y avait beaucoup, beaucoup de collaboration entre les associations. Il y en avait peut-être un petit peu moins, mais dans le sens qu'ils collaboraient beaucoup, beaucoup ensemble. Alors, Normand a fait un travail colossal dans ces années-là, là, justement. Puis aujourd'hui, on est tous là, puis on en récolte tous. Et vous continuez l'œuvre, finalement, et on continue, effectivement. Quelle est la mission de l'organisme actuellement? La mission, c'est d'accompagner, d'éduquer aussi en grande partie, d'éduquer, accompagner et informer, entre autres. Surtout quand on parle de défense des droits, on donne l'information complète à ce niveau-là. Alors, c'est d'informer, éduquer et côtoyer de façon confidentielle et gratuite. Alors, c'est complètement gratuit. On reçoit les gens et on donne l'information, puis on se rend compte que finalement, l'information qu'on donne dans les sujets de l'heure, c'est très, très, très pratique pour les gens. Donc, on est là pour les accompagner. Plusieurs ont de la difficulté. On a même des analphabets fonctionnels, hein? Ça existe. Alors, on aide beaucoup ces gens-là, effectivement, à comprendre ce qui est écrit sur la lettre, puis à un peu leur interpréter ce que veut dire et de discuter avec eux de la solution, là, souvent. C'est que c'est beaucoup logement. On a 4 volets. Consultation budgétaire. Ouais. On a 4 volets principaux, si je pourrais dire principaux. Et la consultation budgétaire, bien ça, on en fait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et on en fait partout à travers la Beauce et Appalaches. On fait aussi de la défense de droit. Donc, on informe les clients sur leurs recours, leurs droits en matière de logement, en matière de consommation. Si je relie ça avec la loi de la protection du consommateur pour les biens et les services qui sont vendus et offerts ici au Québec, ils doivent être régis par la loi, sauf exception, et aussi les assistés sociaux, qui eux aussi ont des défis dans leur vie, puis on vient les aider beaucoup là, à comprendre tout ce système-là, comment ça fonctionne. Vous desservez un grand territoire quand on parle emballage, Beauce-et-Chemin. Au fond, c'est quoi l'étendue au fond de tout ça? C'est large. C'est large. Ouais. Je vous dirais qu'on est dans Chaudière-Appalaches comme tel. On est dans plusieurs régions. On a nos collègues aussi de l'Espace Finance qui, eux, s'occupent de la région de Lévis. Donc, tout ce qui est Lévis et le sud de Québec, je pourrais dire, c'est eux. Nous, on arrête à peu près, je dirais... on a la région jusqu'à Nouvelle-Beauce. On ramasse la Nouvelle-Beauce au complet, donc Sainte-Marie, qui est la ville principale. On est présent à Sainte-Marie. On a des bureaux qui nous sont prêtés à Sainte-Marie. On est présent aussi à Saint-Joseph-de-Beauce. On va là de façon régulière. On va à Beauceville aussi. Et à Saint-Georges-de-Beauce aussi. C'est vos principaux points de service, finalement, à ce niveau-là. Oui. On se rend à domicile aussi, toujours accompagné d'une intervenante. Ça, c'est nos règles. Mais on peut se rendre à domicile aussi pour les gens qui sont à mobilité réduite, qui ont de la difficulté à se déplacer. On organise notre horaire en fonction. C'est toujours en fonction que ce soit le plus facile possible pour le client. OK. Quand même, c'est assez étendu, finalement, comme territoire. Oui, oui. Les services que vous offrez, au fond, des consultations et des ateliers, est-ce qu'il y a autre chose aussi qui... Oui, on a d'autres petits... quand on fait une consultation budgétaire, si on se rend compte que le client a de la difficulté avec les comptes d'Hydro-Québec, on est mandaté par Hydro-Québec pour prendre des ententes personnalisées pour ces clients-là.
Vous savez que l'énergie, bon, c'est une chose. En été, peut-être qu'on est moins conscient de ça, mais en hiver, c'est pas chaud. Non. Alors, et oui, avec la hausse du coût d'électricité depuis, je dirais, les 10 dernières années, là, on est peut-être limité à 3 % mais ça a déjà été beaucoup plus. Ouais. Et d'après moi, ça n'arrêtera pas là, de monter. Ça fait partie intégrante du logement, ça fait partie intégrante des engagements. Et malheureusement, il y a des gens qui n'arrivent pas à payer l'ensemble de ça. Donc, on peut, c'est toujours offert aux ménages à faible revenu, par exemple, mais on peut effectivement prendre des ententes où ils vont avoir la capacité de payer et de s'en sortir avec une facture là, souvent très élevée. Okay, alors, on est mandaté par Hydro-Québec pour faire ça avec nos clients. Bien sûr qu'on fait une consultation budgétaire par la suite parce qu'on veut s'assurer qu'après l'entente, ça va bien aller aussi. Oui. OK? Qu'on ne va pas retomber dans le scénario de pas capable de payer. Oui, donc alors, c'est de s'assurer qu'il y ait une stabilité qui s'instaure finalement par la suite. Oui, et qu'avec le montant qu'on va offrir en termes de paiement, bien, que la personne, ça va entrer dans le budget. On s'assure toujours là, que le budget va bien refléter la réalité. Qu'elle soit capable de payer son logement, qu'elle soit capable de manger. Oui, on a aussi Fondation Desjardins qui nous prête ou qui nous donne un fonds, c'est toujours les mêmes fonds, où on fait des petits prêts. Nous, on appelle ça des petits prêts parce que c'est des montants de 2 000 $ maximum pour rembourser sur une période de 24 mois maximum. Mais c'est pour des besoins essentiels. Alors ça, des besoins essentiels, il y a beaucoup de familles qui en ont besoin, beaucoup d'individus qui en ont besoin, puis souvent, n'ont pas les moyens de les remplacer ou de les acheter. Alors, on vient aider ces gens-là. Bien sûr qu'on vérifie, on a des critères d'admissibilité parce que il faut vraiment que ça soit un besoin essentiel. Je vous donne un exemple. On a une maman qui vient de faire sa grosse épicerie du mois, puis que là, son frigidaire la laisse tomber. Alors là, le frigidaire ne fonctionne plus. Elle vient d'acheter pour je ne sais pas combien de denrées. Elle est menacée de tout perdre, au fond. Elle est menacée de tout perdre. Alors ça, c'est une situation, et ça, c'est un besoin essentiel. Un réfrigérateur, c'est un besoin essentiel. Un papa qui va reconduire ses enfants à l'école le matin parce qu'il reste dans le fond du rang, puis que lui s'en va travailler par la suite, bien lui, s'il n'y a pas son auto, il n'y a rien de ça qui se passe. Alors, les réparations d'auto qui sont absolument nécessaires, souvent, là, quand on a moins de sous, on étire ça un petit peu, mais à un moment donné, l'auto brise. Et à cet effet-là, ça devient pour cette famille-là un besoin essentiel, la réparation de l'auto. Alors, c'est des exemples comme ça où on se penche vraiment sur des besoins. Et oui, on aide les gens, là, des fois, un petit coup de main comme ça vient aider les gens à passer à travers une période difficile. Pour couvrir tout ce territoire-là, ça doit prendre quand même un bon nombre d'employés. Combien vous êtes et quels sont leurs rôles? Vous n'êtes pas si nombreux que ça. On n'est pas si nombreux, puis je vous dirais qu'on a, malheureusement, je suis obligée de l'avouer, là, il y a des périodes dans l'année où on a des listes d'attente, malheureusement. Pourquoi? Parce que les besoins ou le moment s'y prête. Exemple, je regarde les logements dernièrement où on avait à peine à répondre là, à tous les appels qui rentraient. On est 3 conseillers, en fait. On a, moi, je suis ici en Appalaches. Alors, je m'occupe de la région de Thetford, d'Appalaches, puis de l'ensemble de l'Appalaches, l'ensemble des MRC. Toute la MRC. Toute la MRC. 19 municipalités composent la MRC. Absolument. Et sur besoin, on se déplace aussi là, à Disraeli et à East Broughton. C'est les 2 endroits qu'on va habituellement au niveau des Appalaches. Après ça, on a, si je commence par le sud, je commence par Beauce Sud, qui est en fait Saint-Georges, Beauce-Sartigan. On a aussi quelqu'un qui est permanent là, de façon régulière à la semaine. La personne est aussi LSC de Saint-Georges et c'est là qu'on nous prête un local, qu'on rencontre les clients de toute cette région-là. On a, et cette personne-là fait aussi Saint-Georges, ça a été changé récemment, Saint-Georges, Saint-Joseph et Beauceville. Donc, encore une fois, c'est soit le CLSC où on rencontre les gens et c'est pour ces raisons-là que c'est tout sur rendez-vous. Malheureusement, on ne pourrait pas se permettre de prendre du monde là, comme ça à la demande quand on se déplace parce qu'on a des rendez-vous fixes de conclus. Et on a notre seul homme, Michel, qui, lui, couvre la région de Nouvelle-Beauce et des Etchemins. Alors, c'est ces 2 points de service. Encore une fois, on a des bureaux dans ces 2 endroits-là où on se rend quand même à toutes les semaines aussi. Est-ce que tout le monde est comme Jean, dans le même rôle un peu, consultant budgétaire, ou il y en a... On a 3 consultants budgétaires, donc moi et mes collègues de la Beauce que j'ai mentionnés, puis on a une autre personne, c'est tout nouveau. On est en train de travailler ça actuellement.
On a notre amie Annie, qui est notre doyenne. Annie a pris le poste, on crée un poste de défense des droits. Donc, on va prendre l'ensemble de la défense des droits, locataires, prestataires d'aide sociale et les consommateurs. C'est à peu près le même type de dossier, je pourrais dire, là, sans trop généraliser, mais Annie va prendre la défense des droits, donc la défense des 3 droits qu'on défend. Annie va être là pour occuper ça. Donc, nous, on va se concentrer sur la consultation budgétaire, puis Annie va faire la défense des droits pour l'ensemble du territoire. Et c'est quoi le rôle d'une consultante budgétaire? Le rôle d'une consultante budgétaire, bien, premièrement, c'est de voir, mettre le client à l'aise. Hein. La première chose, c'est pas, je vous dirais que c'est encore tabou en 2025, des fois, de parler d'argent. Hein? Oui. C'est aussi gênant, intimidant pour la personne, parce qu'on est très, très conscient de ça. Personne ne veut se retrouver dans cette situation-là, je crois bien. Oui. Alors, on met le client à l'aise. On essaie de capter, en tout cas, sa confiance pour le peu de temps qu'on rentre en contact avec la personne. On lui présente notre rôle aussi. On regarde l'ensemble de sa situation. On lui demande c'est quoi les priorités, parce que souvent, c'est quelque chose de précis. Ça peut arriver que c'est quelque chose de précis puis qu'il ne sort pas de leur tête, là, ils vont continuer. Ouais. Alors, on regarde au complet. Pourquoi on fait le budget? Le budget est un outil, en fait, pour regarder la situation financière au complet du client. Donc, autant les actifs, les passifs, les revenus, les dépenses. On regarde les 4 aspects de ça. Et après ça, en jasant avec le client, on découvre, bon, premièrement, c'est quoi les priorités, qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas, et quelles sont nos recommandations ou les solutions. Bien sûr, on essaie d'adapter les solutions, les recommandations à la hauteur du client, dans le sens que est-ce qu'il est capable de faire telle chose, si on recommande telle chose. Et on demande beaucoup sa collaboration parce qu'on veut qu'il s'implique dans la situation. Ça arrive souvent qu'on va faire des suivis aussi pour s'assurer, effectivement, on a-tu bien compris dans une rencontre? On a-tu bien mis en place ce qu'on devait mettre en place? Est-ce qu'on a des difficultés avec la solution? Est-ce que ça fonctionne pas? On est-tu à l'aise? On n'est pas à l'aise? Donc, on fait souvent des suivis pour s'assurer que la personne est bien confortable avec ce qui a été recommandé. OK. S'assurer que tout va bien d'une certaine façon. Tout va bien, puis qu'il n'y a pas d'autres choses qui vont éclater dans sa vie financière, là. Oui, je comprends très bien. Oui. Combien de personnes pouvez-vous aider annuellement, aussi bien lors des consultations, des ateliers? Mon Dieu, j'ai pas mon rapport annuel actuellement, mais écoutez, c'est des dizaines, centaines de personnes tous les ans. Consultation budgétaire, c'est le plus populaire, hein, parce que c'est le besoin souvent de monsieur, madame, tout le monde. Là. Tandis que des dossiers de défense de droit, il faut avoir quelque chose à défendre. Il faut être dans cette situation-là. Tandis que la consultation budgétaire peut toucher tellement de domaines. On pense à l'argent, on pense à plein de choses. Hein? Alors, ça peut être dans tous les domaines. Donc, il y a une variété de clients, il y a une variété de problèmes. Puis, il y a aussi, selon les régions aussi, ça peut changer. Si on est plus isolé, moins isolé. Ici, à Thetford, on a du taxibus. À chemin, ça n'existe pas. C'est toutes des réalités de chaque région. C'est pour ça qu'on a des conseillers dans chaque région qui, lui, connaît de plus en plus la réalité aussi de la région. Fait que c'est comme ça qu'on en arrive à aider les gens là, dans ce sens-là. Est-ce que vous avez constaté une hausse des besoins peut-être dans les dernières années? Incroyable. Incroyable. On en a, et c'est ça que je disais tout à l'heure, on a des listes d'attente, malheureusement. C'est pas ce qu'on souhaite. Ce qui n'existait pas auparavant. Ça n'existait pas. On réussissait, avec le même nombre de conseillers, on réussissait à répondre à tout le monde le plus rapidement possible. Là. Je vous disais, dans 24-48 heures, c'était fait puis c'était réglé. Malheureusement, des fois, on retourne la pile dans 24-48 heures. Alors, il y a du volume d'appels, il y a du volume. On utilise aussi plusieurs créneaux. On peut faire des web, on peut faire des, sur rendez-vous. On fait des rendez-vous téléphoniques aussi. Puis, à travers de ça, on se laisse un petit peu de temps ou un petit peu de temps dans notre journée pour des urgences, parce que ça arrive aussi, des urgences. Ça arrive à tous les jours. À tous les jours, dans toute la région, il y a quelque chose. Les gens qui se présentent ici, il y a quelqu'un qui est mal pris. Oui, plus d'argent, on a des enfants. Écoutez, dans une semaine, j'ai déjà rencontré 3 itinérants. Là.
dans une semaine. Là. OK. Ouais. Fait que ça, c'est des réalités qu'on n'avait pas avant. Hein? C'est des choses qu'on ne voyait pas avant. On les voyait moins. Moi, en tout cas, l'itinérance, on avait peut-être à Thetford, mais c'était vraiment caché. Ouais. Maintenant, c'est vraiment plus ouvert. au jour. Qu'est-ce que c'est? Et là, l'itinérance, quelqu'un qui est en situation d'itinérance, ben les besoins sont énormes, là, énormes. Hein? Par où qu'on commence? Puis quelles sont les priorités? On part de zéro. Absolument. Ou des fois même en bas. Mais Oui. ça Alors, doit être extrêmement difficile pour ces personnes, effectivement. Oui. Alors, en ce qui concerne les ateliers, c'est quoi les principaux sujets? C'est qui la clientèle? Les ateliers, les ateliers, on a nos, je dirais, les personnes qui sont habituées de nous inviter à tous les ans. Les ateliers ont été suspendus durant la dernière année. OK. Ils sont en reconstruction. On est en train de revoir, il y a beaucoup de changements qui sont survenus là, récemment. Si je prends juste le logement, il y a eu 2 projets de loi l'année passée, 2 lois adoptées à ce sujet-là. Donc, on doit remettre nos choses à jour. Et en plus, la situation change, les réalités changent. Hein? On ne parlait pas d'itinérance avant, puis on en parle maintenant. Donc, on est en reconstruction pour ça. Par contre, on a encore nos ateliers qu'on peut présenter sur demande. Mais ce n'est pas offert de façon là, large actuellement. Okay. On compte reprendre ça là, probablement à l'automne dans ces coins-là, là, où on devrait reprendre. Ce qu'on aimerait faire, ça c'est dans nos désirs et dans nos rêves, là, mais on aimerait être présent dans les écoles aussi parce qu'on considère que c'est là que ça commence. Oui, c'est une forme d'éducation qui est à faire. Éducation financière, je pense que oui. Hein? Je pense que des fois, on reçoit des adolescents ou même des jeunes adultes à notre bureau, là, puis on se dit, mon Dieu, si on avait été là un petit peu plus tôt, on aurait expliqué c'est quoi une carte de crédit, on aurait expliqué c'est quoi un compte. J'ai l'impression des fois que les jeunes sont un petit peu dépourvus par rapport à ça. Au début, c'est j'ai une carte de crédit, c'est tout beau, mais c'est pas ton on argent. voit pas la responsabilité en arrière qui... C'est pas son argent, c'est de l'argent emprunté avec un taux d'intérêt, mon Dieu, qui sont pas non plus toujours au courant de ça. Alors ça, il y a des choses comme ça qu'on aimerait, nous, être à la base, là, puis pouvoir divulguer ou en tout cas enseigner, s'il faut, cet aspect-là. Fait que ça, c'est dans nos rêves. Parce que ça peut devenir un cercle vicieux assez vite. Là. On les rencontre à notre bureau. Après, ils ont 24, 25, 26, 30 des fois. Puis sont aux prises déjà avec des problèmes financiers assez importants. Donc, on se dit, on met pas tout le monde dans le même panier, mais je dirais, est-ce qu'on peut passer puis juste peut-être réveiller une petite corde au niveau argent puis de dire, mais voici ce qui peut arriver ou voici ce qui est la situation. Pour justement influencer, je dirais même ces jeunes-là, à demander de l'aide, demander de venir nous voir, demander de venir nous rencontrer une fois dans leur vie pour tout de suite qu'on leur montre là, comment ça fonctionne. Pour les ennuyer de la bonne façon, d'une certaine... Écoutez, on le fait avec des adultes. Ça veut dire que si les adultes sont capables, les jeunes sont encore plus capables puisqu'ils sont dans la période d'apprentissage. On nous parlait un peu du Fonds Desjardins. En quoi ça consiste, au fond? C'est un prêt d'urgence, comme vous le disiez? C'est vraiment pour des besoins essentiels. Donc, bien sûr que la personne fait la demande. On fait une consultation budgétaire pour s'assurer effectivement que la personne peut rembourser. Hein, parce que nous, s'ils ne nous remboursent pas, on ne peut pas nous reprêter. On a toujours le même argent. Hein? OK. Alors, c'est un fonds avec un budget, finalement, qui est déjà établi. Oui, c'est remboursé d'un côté, puis c'est donné de l'autre côté, puis ça ressort. C'est une roue qui tourne. Oui. Alors, c'est sûr que nous... Ça fait tourner l'économie d'une certaine façon. Oui, on a des critères attachés à nos prêts, dans le sens que, c'est souvent du monde qui n'ont pas accès au crédit traditionnel. Pourquoi? Il y a eu des mauvaises passes dans la vie, puis effectivement, des fois, les historiques de crédit ne sont plus ou moins favorables pour les institutions financières. Fait que nous, pour des prêts vraiment essentiels, on va aider ces gens-là. Puis la caractéristique, c'est parce que c'est zéro intérêt. Okay. On ne fait pas ça pour avoir de l'intérêt, nous. On fait ça pour dépanner. Hein? C'est vraiment un dépannage là, direct qu'on fait. Oui, et on paye habituellement le dépannage. Si, exemple, je ne sais pas, moi, je fais réparer mon auto, ça me coûte 500 $, on va contacter le garagiste en question, puis on va y envoyer le paiement. OK. Et par la suite, la personne va... nous rembourse dans 24 mois. Dans 24 mois, donc on essaie, là, le maximum, ça peut être 83 et 33 si on lui prête 2000 $ pour une période de 24 mois. OK.
83 et 33 Oui, mensuellement. on divise ça en 24 mois. OK. C'est moins, c'est plus, ça dépend des besoins, mais effectivement, ça vient aider un besoin tu sais, c'est pas prévu, là, des frigidaires qui brisent, des autos qui brisent, des choses comme ça. Puis on se rend compte aussi que les gens étirent, là, tu sais, c'est pas que mon frigidaire il est vieux, je vais en acheter un autre. Non. Les gens, malheureusement, vont aller jusqu'à la fin du frigidaire, là, tu sais, et c'est là qu'ils ont des surprises. Mais encore une fois, est-ce qu'on a la capacité d'en acheter à toutes les fois que notre électro prend de l'âge? Bien, souvent, on va attendre, quand on a moins de moyens, on va attendre que ça brise. Ouais. Et là, des fois, je veux dire, c'est peut-être un petit problème aussi de la société de consommation, c'est que... De l'autre côté... Finalement, on ne fait pas réparer tout de suite. Mais de plus en plus, on ne fait pas réparer, on change. On a l'obsolescence qu'on appelle. Puis là, il y a des nouvelles lois qui vont passer là-dessus. Tant mieux, parce que on se rend compte qu'on jette beaucoup de choses qui sont fabriqués à long terme, qui sont robustes, là, sont bons pour être là à long terme, puis finalement, soit qu'on n'a pas la pièce pour le remplacer, ou bien soit que c'est désuet, la compagnie ne répare plus ou n'a plus rien à ce sujet-là, et à partir de là, bien là, il faut souvent acheter un autre équipement. Alors là, on a donné instruction, en tout cas, je sais que ça l'a passé pour les téléphones, là, mais ça devrait passer pour l'ensemble des... Là, je m'avance un petit peu, mais je sais que ça s'en vient. Les téléphones cellulaires, effectivement. Okay. Effectivement, mais ça va être pour l'ensemble des biens aussi. Je pense qu'on a eu ça l'année passée à la mise à jour économique. Okay. Le gouvernement a dit effectivement qu'il va demander aux compagnies de produire des pièces. Exemple, un réfrigérateur. Je reviens toujours avec mon exemple, mais c'est parce que ça coûte cher, ça, là. Oui. Mais effectivement, d'avoir en magasin des pièces disponibles pour réparer les électroménagers, parce que c'est une chose qui existait presque plus. OK. Quels sont, selon vous, les problèmes les plus criants dans la population présentement? Bien, je vous dirais le logement. Je portais encore à parler du logement, mais je pense que... Puis, il n'y a pas à dire qu'on est en région, hein? On est censé être déjà établi, nous autres, on n'a pas de nouvelles... Mais non, le logement est manquant énormément. Et si je peux choisir, ce serait des logements sociaux, effectivement, là, à prix modique. Mais il n'y en a pas. Il n'y en a pas assez. Il n'y en a pas assez. Puis je pense que... Ce qui se construit, ce que je vois dans certaines... OK, moi, je ne suis pas de Thetford Mines, mais ce que je vois, c'est souvent de la construction de logements, mais pas à loyer modique, là. Pas à prix modique, pas du tout. Pas à prix non plus, là. Rien d'abordable. Oui, j'ai regardé un petit peu dans la région. On a plusieurs municipalités qui ont ouvert des rues, ils ont ouvert des terrains, des constructions, tout ça. Et ce qu'ils ont construit, bien sûr, c'est neuf, je comprends. Mais d'un autre côté, c'est difficilement abordable aussi. Exemple, un semi-détaché, 400 000 là. Tu sais, à un moment donné, moi, je me pose la question, en tant que consommateur, quel salaire il faut faire pour être capable de payer ça, là? Tu sais, c'est vraiment important. Même le prix des maisons a augmenté considérablement aussi. Oui. Même si on est en région, comme vous le disiez, c'est encore pire en ville. Oui, mais on le vit en région aussi à la hauteur de notre population, là, de notre niveau de vie de population, oui. Quels sont les défis, au fond, auxquels fait face votre organisme? Les défis, écoutez, on voudrait tellement en faire plus. On voudrait tellement, on voudrait avoir d'autres paires de bras aussi pour nous donner un petit coup de main. Mais malheureusement, on doit vivre avec ce qu'on a comme apport. C'est principalement gouvernemental, j'imagine. Non, pas du tout. OK. On a des subventions qui arrivent, effectivement, plusieurs types de subventions, petites, je dirais, mais principalement en arrière de nous. Et un gros merci aussi. Mais principalement en arrière de nous, c'est Centraide. Si Centraide ne serait pas là, je pense qu'on ne pourrait pas être là, effectivement. Parce qu'on a quand même des locaux, des employés. Vous avez vu notre région, c'est assez grand comme région. Oui, effectivement. On fait beaucoup de kilomètres pour se rendre à nos divers endroits. Alors, tout ça, ça coûte de l'argent. Puis, effectivement, c'est Centraide qui est en arrière de nous. Alors, un gros merci à Centraide. Ils font un travail incroyable. Oui, j'admets une chance qu'ils sont là. Oui, absolument. Sinon, vous ne seriez même pas vous-même. Écoutez, on pourrait y aller avec des subventions qui sont plus sporadiques, mais moins récurrentes. Mais pour une organisation comme ça prend quasiment quelque chose de récurrent pour qu'à tous les ans, on ait des employés, effectivement, parce que c'est pas
toujours facile non plus d'apprendre notre travail. Hein. Il y a l'aspect humain, il y a l'aspect comptabilité, il y a l'aspect financier. Mais quand on reçoit quelqu'un puis qu'on forme la personne, c'est jamais en bas de 6 mois, 1 an. Là. OK. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup d'informations à apprendre, puis il y a l'être humain en face de nous aussi. Hein? Il y a beau avoir des problèmes ou des difficultés, des défis, mais il faut savoir comment l'approcher puis comment travailler avec aussi. Là. Effectivement. Est-ce qu'il y a des coûts qui sont reliés à vos services? Et non, nos services sont gratuits et les ateliers non plus, ça... Il n'y a pas de coût pour les ateliers, les services sont gratuits, confidentiels. Non, c'est justement pour promouvoir justement la bonne santé financière, je pourrais dire ça. Là, je suis le docteur de l'aide des finances, mettons. Mais c'est vraiment pour influencer puis arriver à implanter, là, à trouver des solutions aussi pour régler des problèmes et ne pas retourner dans les mêmes situations aussi. Là. Fait qu'on fait beaucoup d'éducation à ce niveau-là. Oui, je pense que c'est primordial. Oui. Est-ce qu'il est possible de devenir membre, je pense, de votre association? Mais oui. Est-ce que cela présente des avantages? Je vous dirais que non. En termes d'avantages, on ne donne pas des points à la fin du mois là, pour l'épicerie, des choses comme ça, non. Par contre, l'avantage, c'est un, on est membre, 2, on a les communications de l'organisme, puis en même temps, on se permet d'assister aussi à notre Assemblée générale annuelle, où là, on divulgue l'ensemble de notre travail de toute l'année. Notre petite équipe, qu'est-ce qu'elle a réussi à faire avec l'ensemble là, de notre région. Et ça, c'est un moment quand même assez plaisant. Nous, c'est notre récompense parce qu'on voit le fruit du travail, le bilan. Mais on accueille les membres, effectivement. Puis je pense que chacun a à apporter là, en tant que membre là, à notre organisation. C'est quoi le coût d'adhésion, peut-être? Les nouveaux membres, c'est 10 $. Les renouvellements, c'est 5 $. OK. C'est quand même... pas très cher et ça vous donne un coup de main, j'imagine. Oui, puis en même temps, ça nous permet de tu sais, si jamais on décide de faire des sondages d'opinion, des choses comme ça, on peut se permettre, là, toujours en toute confidentialité en fonction de la loi 25, mais on peut se permettre aussi de solliciter là, nos gens, puis on est toujours ouvert aux opinions aussi. On parlait tantôt de regroupement d'ACEF, mais est-ce qu'il y en a d'autres auxquels vous participez? Disons, chaque ACF a son territoire, sa façon de faire, mais au sein de l'Union, effectivement, là, on se met tous ensemble puis on participe. On a eu récemment, on a eu des dons pour être en mesure de créer ça au sein de l'Union des consommateurs. On a eu des rencontres, puis en présentiel en plus, parce que ça, c'est plutôt rare. On a des gens partout dans le Québec, là. On a beaucoup de chemin à faire des fois, mais on a eu des rencontres, on appelle ça une communauté de pratique. Alors, exemple, en consultation budgétaire, une personne de chaque ACF se présentait en réunion avec une équipe, on forme des équipes comme ça, puis on partage comment on fait les choses, de quelle manière, quelle clientèle. On a aussi besoin, hein, en tant que conseillère, de partager ces choses-là, de savoir, bon, toi, tu as fait quoi dans telle situation. Alors, il y a eu ces communautés de pratique-là qui ont eu lieu toute l'année. Et on a beaucoup, beaucoup apprécié parce que ça nous permet de partager notre quotidien, mais on se rend compte aussi que c'est le quotidien du monde, des autres employés des ACF partout à travers le Québec. Partager des façons de faire on aussi, d'une certaine façon. Absolument, les façons de faire, des trucs, des types d'interventions aussi. Puis là, ben on a toute la clientèle d'affaires. Là, on a toutes les affaires en haut, les gouvernements, comment ça fonctionne, tout ça. Ça marche pour un, ça marche pas pour l'autre. Puis ces échanges-là sont extrêmement importants pour nous en tant que conseillers pour être en mesure de se comparer puis de voir finalement que c'est pas juste à Thetford ou en Chaudière-Appalaches qu'il y a des problèmes, il y en a partout dans la province. Oui. Est-ce qu'il y a une collaboration avec d'autres organismes de la région? Oui, on a... je sais que... Puis malheureusement, c'est Rosalie qui a ce rôle-là parce que nous, on est pris avec nos consultations. Oui, là. On ne peut pas se permettre trop de C'est vraiment sortir. le travail de la directrice Mais générale. c'est vraiment elle qui noue des liens, effectivement, avec d'autres organismes. On est impliqués dans des activités, exemple,
On a la soupe populaire ici à Thetford. Bon, ben on est impliqué dans diverses activités comme ça pour contribuer à aider. Je vous dirais qu'on n'est pas... dans les dernières années, on n'a pas initié d'activités comme ça ou de projets comme ça parce qu'on en avait plein les bras, là. Mais c'est ce qu'on aimerait faire. Avec un petit peu plus de temps, on pourrait initier aussi parce qu'on a plein d'idées. C'est pas les idées qui manquent dans le communautaire, c'est juste le temps et des fois les sous qui manquent pour réaliser tout ça. Pour mettre le tout en action. Oui. Est-ce que vous avez des partenaires outre Centraide pour vous appuyer dans votre mission? On n'a pas, en tant que tel, là, je peux pas vous dire tout ce qui se passe au niveau de la direction. Là, je suis moins là-dedans, mais je sais qu'on a quelques subventions annuelles qui viennent de l'Office de la protection des consommateurs parce qu'on a un mandat très spécifique d'informer les gens à ce sujet-là. Fait qu'on a une contribution qui vient de là. On a aussi une contribution qui vient d'Hydro-Québec parce qu'effectivement, on est mandaté pour prendre des ententes. Donc, on est un petit peu rémunéré, si vous voulez, pour qu'est-ce qu'on fait. Et on a l'Union du consommateur qui, oui, si elle a un projet qui englobe l'ensemble des ACF, on va avoir une contribution qui va venir de là. Mais je vous dirais que le gros montant ou la grosse partie, c'est vraiment Centraide. Ouais. On parlait de la soupe populaire. Y a-t-il d'autres événements qui se produisent, que vous organisez, auxquels vous collaborez? Je pense qu'il y a déjà eu la marche et soupe de la solidarité. C'est ça. C'est des activités à l'interne ici que, effectivement, avec la CDC, Coopération de développement communautaire. Oui, voilà. La CDC permet effectivement, réunir l'ensemble des organismes et c'est là où, effectivement, il y a un lien qui peut se faire, puis des projets, puis des nouveaux projets qui peuvent se faire pour la région. Je vous dirais que c'est peut-être un petit peu... Moi, j'arrive à Thetford. Là. Fait que là, je suis pas certaine de tout ce qui se passe. J'étais plus dans la région Nouvelle-Beauce avant et Beauce-Centre. Depuis novembre, là, je suis ici à Thetford. Alors, ça, on en reparlera une prochaine fois quand j'aurai plus d'informations. Parfait. Pour les gens qui auraient besoin de vos services ou qui désireraient vous appuyer, comment est-il possible de vous contacter? Par téléphone. Comme je le disais tout à l'heure, c'est primordial de prendre un rendez-vous. Pourquoi? Pendant le rendez-vous, on est consacré 100 à vous. Hein? On ne fait pas d'autre chose que vous. Ça, c'est important. Puis en même temps, on peut plus se préparer aussi, être disponible. Vous avez une date, une heure. Donc, il faut prendre un rendez-vous à la CEF, peu importe le bureau dans lequel on va se diriger. Donc, par téléphone au 418-338-4755. Donc, dépendamment de la région, on va avoir un numéro à faire sur le téléphone et on laisse le message. Numéro de téléphone et vous nous dites aussi si on peut rappeler à la maison. Il y a des fois où c'est pas une bonne idée de rappeler directement au domicile de la personne. Alors, on demande toujours aux gens, dites-nous si on peut vous laisser un message. Et si oui, on les rappelle. En fonction de leur disponibilité, on donne un rendez-vous. On a des gens qui nous écrivent aussi sur notre site web. Donc, ça, c'est intéressant aussi. Les gens nous donnent un peu la raison de la rencontre, puis nous donnent leurs coordonnées. On est en mesure de les rappeler et de leur fixer un rendez-vous en fonction de leurs besoins, puis l'endroit où ils se trouvent. Fait qu'il y a le site web, il y a vraiment le téléphone pour nous rejoindre. C'est les meilleures façons de nous rejoindre puis nous solliciter un rendez-vous. En terminant, est-ce qu'il y a un message que vous aimeriez transmettre à nos téléspectateurs? Ah, mon Dieu! Oui, je dirais, c'est une phrase que je me dis souvent, puis des fois que je dis aux clients aussi. Tout ce qu'on fuit nous suit. Hein? Tout ce qu'on fuit nous suit, mais tout ce qu'on fait face, c'est face. Ah, OK, voilà. C'est très bien. Alors, il ne faut pas avoir peur de faire face à nos problèmes financiers. Il faut consulter, il faut venir voir quelqu'un à deux. Ça va mieux que tout seul. C'est bien ça. C'est souvent en s'entraidant, finalement, qu'on réussit à surmonter les choses. Bon, merci, Mme Lebeau, pour cet entretien. C'était très instructif. Ça a été un plaisir de vous rencontrer. Je vous remercie beaucoup. Merci.